Certains témoins affirmèrent avoir vu une colonne de lumière rouge s'élever des ruines avant de s'évanouir dans le ciel gris de ce jour historique. Le fantôme de l'Opéra Garnier. Lorsque le soleil se couche sur Paris et que les derniers visiteurs quittent l'Opéra Garnier, le bâtiment semble retenir sa respiration. Les couloirs se vident, les portes se referment lentement et un silence lourd envahit les lieux. Pourtant, ceux qui y travaillent la nuit savent qu'il ne dure jamais très longtemps. L'histoire commence il y a plus d'un siècle, alors qu'on venait tout juste de terminer la construction de l'opéra. Les ouvriers racontaient qu'un homme mystérieux apparaissait parfois dans les zones encore inachevées. Il observait les travaux depuis l'ombre et disparaissait avant qu'on ne puisse l'approcher. Au début, on pensa qu'il s'agissait d'un simple curieux. Mais les choses se compliquèrent lorsqu'un contremaître affirma l'avoir vu passer à travers une cloison comme si elle n'existait pas. Quelques mois plus tard, un machiniste du nom de Lemerle tomba d'une plateforme en hauteur. Il jura avant de mourir qu'une main invisible avait desserré la corde. Les ouvriers parlèrent d'une silhouette noire qui se tenait dans les coulisses et qui s'évanouissait dès qu'on essayait de la suivre. Le directeur de l'époque voulut étouffer l'affaire pour éviter le scandale. Mais le personnel continua d'entendre des pas dans les couloirs déserts, des chuchotements dans les loges et la musique d'un orgue qui jouait seul dans la grande salle. Selon la rumeur, le fantôme serait un ancien musicien vivant autrefois dans les sous-sols labyrinthiques du bâtiment. Certains disent qu'il avait été défiguré lors d'un incendie et qu'il se cachait du monde. D'autres prétendent qu'il était mort depuis longtemps et que son esprit errait, incapable de quitter les lieux qu'il considérait comme sa seule véritable maison. Un soir d'hiver, une jeune danseuse resta plus tard que prévu pour répéter. Elle entendit quelqu'un frapper doucement dans la loge numéro 5. C'était une loge vide, connue pour être celle que le fantôme revendiquait. Elle s'approcha malgré la peur qui lui montait au ventre. Elle ouvrit la porte et découvrit la pièce parfaitement immobile, mais l'air y était glacial comme si quelqu'un venait de passer. En se retournant, elle aperçut dans le miroir une silhouette sombre derrière elle. La figure n'avait pas de visage et se tenait dans un coin de la pièce. Elle se retourna brusquement et la silhouette avait disparu. Lorsque la danseuse fixa à nouveau le miroir, un message s'y forma en lettres de vapeur. Il disait simplement « va-t'en ». Elle s'enfuit en hurlant. Le lendemain, elle démissionna et quitta Paris. Depuis, les agents de sécurité entendent encore parfois des portes qui claquent, la loge numéro 5 qui s'ouvre seule, des notes d'orgue résonnaient alors que personne n'est sur scène. Ceux qui connaissent bien l'Opéra Garnier affirment qu'il ne faut jamais répondre lorsqu'on vous appelle par votre prénom dans un couloir vide. On dit que ce n'est pas une voix humaine qui vous parle. Les catacombes et leurs esprits. La nuit tombait sur Paris lorsqu'un jeune homme nommé Adrien décida de s'aventurer dans les profondeurs des catacombes. Il pratiquait l'exploration urbaine depuis quelques années et pensait connaître le réseau souterrain mieux que quiconque. Pourtant ce soir-là il ressentait une légère appréhension qu'il attribuait d'abord au froid de novembre. L'entrée qu'il empruntait était un trou discret derrière une grille tordue. Une fois descendu dans le noir humide, il alluma sa lampe frontale et avança dans le couloir silencieux. Les catacombes étendaient devant lui leur immensité labyrinthique. Les murs de calcaire étaient couverts d'ossements ordonnés avec une précision étrange comme si les morts eux-mêmes avaient arrangé ces murs froids. Adrien marchait depuis une vingtaine de minutes lorsque la sensation de solitude commença à peser sur ses épaules. Le silence n'était pas naturel. Il n'y avait pas le moindre ruissellement, pas même un souffle d'air. Ce silence semblait vivant comme si quelque chose écoutait chaque pas. Arrivé à un croisement qu'il reconnaissait à peine, il aperçut une lueur dans la galerie de droite. Il pensa d'abord qu'un autre explorateur se trouvait là et il se sentit rassuré. Il appela mais la lueur se retira lentement sans un bruit. Adrien accéléra pour la rattraper mais plus il avançait plus la lumière s'évanouissait dans les ténèbres. Il finit par s'arrêter et se rendit compte qu'il avait quitté le chemin qu'il connaissait. La galerie où il se trouvait était plus étroite que les précédentes et les murs étaient humides comme si une main invisible venait d'y passer. Sa lampe clignota une première fois puis une seconde. La température chuta soudainement.
L'air devint si froid qu'il voyait sa respiration former une brume épaisse. C'est alors qu'il entendit un chuchotement derrière lui. Pas un bruit clair ni une voix définie mais un souffle qui articulait quelque chose d'incompréhensible. Adrien se retourna d'un geste brusque. Sa lampe éclaira uniquement les crânes alignés qui semblaient le fixer de leurs orbites creuses. Il voulut repartir sur ses pas mais les galeries lui paraissaient différentes. Les angles n'étaient plus les mêmes. Il eut alors l'impression que les couloirs se déformaient, qu'ils s'étiraient et se tordaient autour de lui comme s'ils refusaient de le laisser partir. Un bruit sec retentit juste derrière lui. Lorsqu'il se retourna cette fois, il vit clairement une silhouette. Elle était immobile, entièrement noire, comme une ombre plus dense que la nuit. Elle ne marchait pas car elle ne semblait pas toucher le sol. Elle flottait doucement. Adrien resta pétrifié, incapable de bouger. La silhouette avança lentement vers lui. Son visage n'en était pas un car il n'avait aucune forme humaine. La lampe du jeune homme s'éteignit soudainement et l'obscurité totale l'engloutit. Il sentit alors une main glacée lui frôler le bras. Un souffle froid se posa tout près de son oreille. Il eut la sensation qu'on l'appelait par son prénom avec une voix qui ne provenait pas d'une bouche vivante. Pris de panique, il courut droit devant lui sans réfléchir. Il trébucha à plusieurs reprises et ne savait plus s'il se dirigeait vers la sortie ou plus profondément dans le labyrinthe. Après ce qui lui sembla des heures, il aperçut une lueur naturelle au loin. Il s'en approcha en titubant. C'était un soupirail donnant sur une cave abandonnée. Il força une grille et parvint à sortir enfin à l'air libre. La nuit parisienne lui sembla presque irréelle tant il s'était habitué au silence des morts. On retrouva sa lampe frontale 2 jours plus tard dans une salle où des cataphiles expérimentés n'osaient plus s'aventurer car ils disaient y sentir une présence hostile. Adrien ne redescendit jamais sous terre et ne parla presque plus de ceux qu'il avait vus. Certains racontent qu'il arrive encore que des visiteurs entendent une voix dans les tunnels, une voix murmurée dans un souffle glacé qui prononce un prénom qui n'est pas le leur. La Dame Blanche du Pont au Change. La scène était calme ce soir-là. Une brume légère glissait au ras de l'eau et les réverbères éclairaient à peine les pavés humides du pont au Change. Les passants se faisaient rares car l'air était froid et le vent s'engouffrait entre les arches avec un sifflement plaintif. C'est dans cette atmosphère presque figée qu'un homme nommé Lucien s'avança sur le pont pour rentrer chez lui. Il travaillait tard dans une petite boutique du quartier et prenait toujours ce chemin, mais cette nuit il avait la sensation étrange d'être observé. Il marcha quelques mètres encore puis aperçut au centre du pont une silhouette immobile. Elle portait une longue robe blanche qui ondulait légèrement malgré l'absence de vent à cet endroit précis. Ses cheveux paraissaient aussi pâles que sa robe et tombaient sur ses épaules sans refléter la lumière. Lucien ralentit. Quelque chose dans la posture de la femme éveillait une peur instinctive. Elle se tenait parfaitement droite, les bras le long du corps et ne semblait pas respirer. Il s'approcha malgré tout car il pensa d'abord qu'il s'agissait d'une femme en détresse. Peut-être avait-elle besoin d'aide. Lorsqu'il fut à quelques mètres, il remarqua que la brume autour d'elle semblait plus dense, comme si l'air hésitait à la toucher. Il lui demanda d'une voix mal assurée si tout allait bien, mais elle ne répondit pas. Elle tourna simplement la tête vers lui d'un mouvement lent et irréel. Lucien sentit son sang se glacer. Les yeux de la femme étaient d'un blanc laiteux sans pupille ni couleur. Ils ne reflétaient pas la lumière du réverbère. Ils ne reflétaient rien du tout. C'était comme si elle le regardait avec un visage vide, incapable d'expression mais chargé d'une présence froide. Il voulut reculer mais ses jambes refusaient de bouger. Pendant un instant qui lui sembla interminable, la femme le fixa sans un mot. Puis elle leva un bras très doucement. Son geste était trop fluide, trop silencieux pour appartenir à un corps vivant. Elle pointa l'index en direction de la rive droite puis son bras retomba mollement comme s'il n'avait jamais eu de force. Lucien voulut parler mais sa voix se brisa. La Dame Blanche fit alors un pas vers lui. Son pied effleura les pavés mais ne produisit aucun son. Il ferma les yeux une seconde sous l'effet de la panique. Lorsqu'il les rouvrit, elle avait disparu. La brume continuait de flotter mais la place qu'elle occupait était vide comme si elle n'avait jamais été là. Lucien se mit à courir à travers le pont puis les ruelles du quartier jusqu'à chez lui.
Il referma la porte avec une telle violence que son voisin du dessus descendit lui demander ce qu'il se passait. Le lendemain matin, Lucien apprit par un télégramme que sa sœur Marie était morte dans la nuit d'une maladie foudroyante. La nouvelle lui coupa le souffle car il comprit immédiatement le lien avec la femme qu'il avait vue sur le pont. Il raconta son histoire à quelques proches qui lui confièrent qu'il n'était pas le premier à voir cette apparition. Depuis des siècles, de nombreux Parisiens avaient signalé la présence d'une femme vêtue de blanc qui apparaissait sur le pont peu avant qu'un malheur ne frappe la famille de celui qui la croisait. Certains affirmaient qu'elle était l'esprit d'une femme noyée injustement et qu'elle errait entre les deux rives incapable de rejoindre la lumière. D'autres pensaient qu'elle annonçait la mort mais ne la provoquait pas. Quoi qu'il en soit, les anciennes familles de la cité racontaient à leurs enfants d'éviter le pont au change lorsqu'un épais brouillard descendait sur la Seine. Le barbier et le pâtissier de la rue Chanoinesse. La rue Chanoinesse sur l'île de la Cité est aujourd'hui calme et discrète. Les touristes y passent sans s'y attarder et les Parisiens ne l'évoquent presque jamais. Pourtant, cette rue étroite fut autrefois le théâtre de l'un des récits les plus macabres de l'histoire de Paris. Un récit que les anciens racontaient encore au coin du feu lorsque la nuit devenait trop silencieuse et que les ombres semblaient se rapprocher. Tout commença au XIVe siècle dans une petite échoppe où travaillait un barbier réputé pour son adresse. Il rasait les hommes, coupait les cheveux et bavardait avec ses clients dans une ambiance chaleureuse. En face de sa boutique se trouvait une boulangerie-pâtisserie tenue par un homme jovial et apprécié du quartier. Ses tourtes et ses pâtés étaient célèbres sur toute l'île. Les habitants trouvaient étrange que les deux hommes ne soient jamais vus ensemble, mais ils n'y prêtaient pas plus d'attention. Avec le temps cependant, on remarqua que certaines personnes disparaissaient mystérieusement après avoir été vues entrer chez le barbier. Au début, on pensa qu'il s'agissait de voyageurs de passage ou de marins partis en mer, mais les disparitions se firent de plus en plus nombreuses. Une rumeur commença à circuler selon laquelle le barbier pratiquait la sorcellerie. D'autres prétendaient qu'il était simplement malchanceux. Personne n'imaginait la vérité. Un soir d'hiver particulièrement glacial, un jeune étudiant en droit entra dans l'échoppe pour se faire raser avant un examen important. Il ne se doutait pas qu'il serait la dernière victime de cette terrible série. En s'installant sur la chaise, il remarqua que le barbier semblait nerveux et que ses mains tremblaient légèrement. La pièce était silencieuse à l'exception du bruit du rasoir qui l'affûtait. Le jeune homme se força à plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais le barbier ne répondit pas. Lorsque la lame du rasoir toucha la peau de son client, un bruit retentit soudain dans la boutique. Un craquement provenant du plancher comme si quelqu'un attendait en dessous. Le barbier sursauta puis planta son regard dans celui de l'étudiant. Dans ses yeux il y avait une sorte de vide qui fit frissonner le jeune homme. Quelques secondes plus tard, le barbier abattit sa lame. Le jeune étudiant n'eut pas le temps de crier. Sous la boutique se trouvait une trappe reliée à un passage menant directement à la cuisine du pâtissier. Les corps y étaient transportés en secret pour être transformés en farce utilisée dans les pâtés. Le pâtissier vendait ses préparations avec un sourire accueillant et les clients repartaient ravis sans savoir ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Les deux hommes avaient trouvé dans ce sinistre accord un moyen de s'enrichir. Aucun remords ne semblait habiter leur âme. L'affaire aurait pu continuer encore longtemps si un chien errant n'avait pas découvert un os humain dans un tas d'ordures derrière la pâtisserie. Le chien se mit à grogner et à tirer sur l'os avec une insistance inquiétante. Un garde royal passant par là remarqua la scène et prit l'os pour l'examiner. Les rumeurs prirent alors un tournant inattendu. En quelques jours, une brigade entière fouilla les deux boutiques. Dans la cave du pâtissier, les gardes découvrirent des restes humains dissimulés sous des sacs de farine. L'odeur était insupportable et certains soldats durent sortir pour reprendre leur souffle. Les autorités fouillèrent ensuite le souterrain reliant les deux échoppes et y trouvèrent des traces de sang séché depuis longtemps. Le barbier et le pâtissier furent arrêtés sur le champ et condamnés à mort. Leur exécution attira une foule immense. Après leur disparition, les habitants affirmaient que les boutiques n'étaient plus jamais vraiment silencieuses. La nuit, on disait entendre des coups sourds venant du sol comme si des mains invisibles cherchaient encore à frapper la trappe qui menait à la mort. Certains passants disaient sentir une odeur nauséabonde sans origine apparente. D'autres affirmaient avoir aperçu des silhouettes sombres derrière les fenêtres abandonnées.
Les esprits du Père-Lachaise. Le Père-Lachaise est un lieu étrange lorsque la nuit commence à tomber. Le jour, les visiteurs y déambulent en silence admirant les mausolées et les sculptures. Mais quand les grilles se referment et que les derniers pas résonnent sur les allées de gravier, le cimetière semble retenir sa respiration comme si les milliers d'âmes qui l'abritent s'éveillaient doucement. Un gardien du nom de Bernard travaillait depuis près de 20 ans dans le cimetière. Il connaissait chaque allée, chaque tombe et même les histoires derrière certains noms oubliés. Pourtant il avouait volontiers que la nuit le Père-Lachaise n'était plus le même lieu. Il ne ressemblait plus à un jardin paisible mais à un territoire où les vivants ne sont pas tout à fait les bienvenus. Un soir d'automne particulièrement brumeux, Bernard effectua sa ronde habituelle. Le brouillard s'était glissé entre les tombes comme un voile épais et les arbres semblaient se pencher vers lui avec une inquiétante lenteur. Il traversa l'une des vieilles parcelles où les tombes se chevauchaient presque tant elles étaient nombreuses. À cet instant il entendit ce qu'il décrivit plus tard comme un léger gémissement. Cela semblait venir d'une tombe isolée dont la pierre était recouverte de mousse. Il s'en approcha doucement. Le son se fit plus clair. Ce n'était pas un animal, ni le vent entre les branches. C'était une voix humaine, faible, comme si quelqu'un essayait de parler depuis un endroit très profond. Bernard sentit un frisson parcourir son dos. Il alluma sa lampe et l'éleva au-dessus de la tombe. La lumière trembla légèrement. Au même moment les gémissements cessèrent brutalement. Il resta immobile durant de longues secondes puis poursuivit sa ronde en tentant de se convaincre qu'il s'agissait d'une illusion auditive. Pourtant à mesure qu'il avançait une sensation d'inconfort l'envahissait. Il avait l'impression d'être observé. Des craquements légers l'accompagnaient, comme si quelqu'un marchait derrière lui en imitant ses pas. Quand il se retournait la parcelle était vide mais il ne pouvait s'empêcher de sentir une présence juste hors de son champ de vision. En arrivant près du célèbre tombeau d'Héloïse et Abélard, il remarqua une silhouette immobile. Une femme en robe ancienne se tenait à côté du monument. Sa posture était élégante mais sa tête était légèrement inclinée comme si elle écoutait attentivement quelque chose. Bernard s'avança prudemment et demanda s'il y avait quelqu'un. La femme tourna lentement la tête vers lui. Son visage était d'une pâleur presque irréelle. Ses yeux semblaient humides comme si elle avait longuement pleuré. Bernard sentit immédiatement que cette femme n'avait rien d'une visiteuse ordinaire. Elle ne réagit pas lorsque sa lampe l'éclaira directement. Elle resta immobile les mains jointes devant elle. Alors qu'il s'apprêtait à s'approcher davantage, elle se volatilisa dans un souffle léger. Il n'y eut ni mouvement ni bruit. Un parfum floral pourtant très prononcé resta suspendu dans l'air, comme celui d'un bouquet ancien. Terrifié, Bernard s'éloigna rapidement mais à peine avait-il quitté la parcelle qu'il entendit des pas derrière lui. Ils étaient rapides et semblaient le suivre sans hésitation. Il se retourna brusquement mais il n'y avait personne. Les pas cessèrent. Puis reprirent. Cette fois ils venaient de plusieurs directions à la fois. En traversant une autre allée, il aperçut une statue d'ange, l'une de celles qu'il connaissait bien. Pourtant quelque chose clochait. L'ange semblait avoir changé légèrement de position. Sa tête était tournée vers lui alors qu'il était certain qu'elle regardait normalement vers l'allée opposée. En s'approchant, il eut l'impression que les yeux de la statue suivaient chacun de ses mouvements. Lorsqu'il atteignit enfin la petite cabane de gardien, il se retourna une dernière fois. Le cimetière était calme mais il avait la sensation qu'un nombre incalculable de regards invisibles le scrutaient depuis les ombres. Ce soir-là il rentra chez lui tremblant et ne parla à personne de ce qu'il avait vu. Mais quelques jours plus tard un autre gardien rapporta avoir entendu des murmures près de la tombe d'un poète. Un autre affirma qu'une main glacée avait effleuré la sienne alors qu'il fermait un portail. On raconte que la nuit les esprits du Père-Lachaise ne cherchent pas à faire du mal. Ils s'accrochent simplement à des fragments de leur vie disparue. Ils marchent le long des allées, observent les passants et apparaissent parfois pour rappeler que les morts n'ont jamais quitté complètement ce lieu qui leur sert de refuge. Le fantôme de Nicolas Flamel dans le Marais. La rue de Montmorency est paisible aujourd'hui mais au Moyen-Âge elle était un lieu où les rumeurs d'alchimie et de magie circulaient comme le vent entre les vieilles poutres.
Au cœur de cette rue se trouve l'une des plus anciennes maisons de Paris, celle de Nicolas Flamel. Les habitants la regardaient avec une certaine appréhension car on disait que Flamel avait percé le secret de la pierre philosophale et qu'il n'était pas tout à fait parti de ce monde malgré sa mort. Plusieurs siècles après sa disparition, la maison était toujours debout et renfermait une atmosphère lourde difficile à expliquer. Au XVIIe siècle, un jeune écrivain nommé Guillaume s'installa dans un logement voisin. Il fut immédiatement intrigué par cette maison dont les pierres semblaient noircies comme si un feu intérieur les consumait de l'intérieur. Il avait entendu des histoires racontant que Flamel avait tenté de dépasser la condition humaine et que son esprit errait encore dans les couloirs de sa demeure. Un soir d'hiver, Guillaume resta tard à écrire chez lui. Les rues étaient désertes et le vent soufflait violemment entre les façades. Vers minuit, il décida de sortir pour marcher un peu et apaiser son esprit. Lorsqu'il passa devant la maison de Flamel, il remarqua une lueur à l'une des fenêtres du premier étage. Ce n'était pas une lumière normale. Elle était dorée, légèrement pulsante, comme si une flamme se consumait très lentement derrière la vitre. Pourtant la maison était censée être vide. Intrigué, Guillaume s'arrêta pour observer. La lumière semblait dessiner des ombres mouvantes qui tournoyaient sur les murs. Il eut l'impression de voir une silhouette marcher lentement d'une pièce à l'autre. Il se dit que quelqu'un avait peut-être trouvé refuge à l'intérieur et décida d'aller vérifier. Il poussa la porte d'entrée qui céda après un grincement prolongé. L'air qui s'en échappa était glacé et portait une odeur de papier brûlé. À l'intérieur, la maison était plongée dans une obscurité presque totale. Les murs étaient couverts de gravures étranges, de symboles alchimiques et de phrases anciennes gravées dans la pierre. L'escalier menant à l'étage semblait encore plus sombre que le reste. Guillaume monta lentement, chaque marche émettant un craquement sec qui résonnait comme un avertissement. La lumière qu'il avait vue tout à l'heure se trouvait maintenant dans une pièce au fond du couloir. En s'approchant, il remarqua que la porte de cette pièce était entr'ouverte. Une chaleur légère se diffusait à travers l'ouverture. Lorsqu'il poussa la porte, il découvrit une scène qu'il ne pourrait jamais oublier. Au centre de la pièce se trouvait une grande table en bois recouverte de parchemin. Une flamme dorée flottait au-dessus sans aliment visible. Devant la table se tenait une figure humaine. Elle était vêtue d'une cape sombre et ses mains semblaient faites d'une lumière diffuse. Guillaume sentit son cœur s'arrêter. La silhouette tourna lentement la tête vers lui. Son visage n'était pas solide. Ses traits vibraient comme une image reflétée dans l'eau. Pourtant il reconnut immédiatement ce qu'il voyait. Les portraits de Nicolas Flamel qu'il avait déjà observés dans de vieux ouvrages correspondaient parfaitement à cette apparition. Le fantôme resta immobile quelques secondes puis leva une main translucide. Les parchemins se mirent alors à flotter autour de lui comme entraînés par un souffle invisible. À cet instant, la flamme se mit à grandir et les murs de la pièce tremblèrent. Le fantôme ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Cependant Guillaume entendit une voix dans sa tête. Une voix profonde et résonnante qui murmurait qu'il était trop tôt pour déranger l'œuvre et que les secrets ne devaient pas être observés. Pris de panique, Guillaume recula et trébucha. La lumière devint si intense qu'il dut fermer les yeux. Lorsqu'il les rouvrit quelques secondes plus tard, la pièce était vide. La flamme avait disparu. Les parchemins retombèrent lentement au sol et un silence étouffant envahit les lieux. Guillaume s'enfuit sans se retourner, jurant de ne jamais remettre les pieds dans la maison. Le lendemain matin, il raconta son expérience à une vieille habitante du quartier. Elle lui répondit simplement que la maison n'était jamais vraiment vide et que Flamel revenait parfois veiller sur ce qu'il n'avait jamais terminé. Depuis ce jour, les voisins affirment que certaines nuits une lumière dorée apparaît encore derrière les fenêtres de la vieille demeure comme un rappel que les secrets de l'alchimiste ne se sont jamais totalement éteints. Les Goules de Montmartre. Bien avant que Montmartre ne devienne le quartier d'artistes et de cafés qu'on connaît aujourd'hui, la Butte était un lieu sauvage parsemé de carrières abandonnées. Ces galeries creusées dans la roche formaient un réseau instable et profond où personne n'osait s'aventurer une fois la nuit tombée. Les habitants racontaient que la terre elle-même semblait y respirer comme si quelque chose de vivant s'agitait sous leurs pieds. Parmi ces récits, les plus anciens parlent d'étranges créatures, des ombres faméliques que les anciens appelaient les Goules de Montmartre.
On disait qu'elles sortaient des carrières lorsque la lune était cachée et qu'elles erraient dans les chemins escarpés pour chercher quelques malheureux égarés. Peu de gens y croyaient encore au XIXe siècle jusqu'au soir où un jeune peintre nommé Adrien fit la rencontre la plus terrifiante de sa vie. Adrien, fraîchement installé à Montmartre, avait décidé de s'imprégner de l'atmosphère du quartier pour préparer une nouvelle toile. Il prenait souvent des notes la nuit car il aimait observer les lumières de Paris depuis les hauteurs. Un soir d'octobre, il resta plus tard que d'habitude. Le vent soufflait, portant des odeurs de terre humide et de pierres fraîchement brisées. Lorsqu'il s'engagea dans un petit sentier derrière la butte, il remarqua que la brume montait des profondeurs des carrières. Il y avait là une entrée à demi effondrée que les anciens appelaient la gueule de la butte. Adrien s'en approcha par curiosité mais s'arrêta net en entendant un bruit venant de l'intérieur. C'était un frottement irrégulier, comme des ongles qui glissaient sur la pierre. Puis un souffle sourd, presque animal, monta des ténèbres. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un renard ou d'un chien errant. Pourtant, lorsqu'il leva sa lanterne, il aperçut deux yeux pâles qui reflétaient à peine la lumière. Ils étaient trop grands pour appartenir à un animal ordinaire et restaient fixés sur lui sans cligner. Adrien recula mais les yeux s'approchèrent lentement. La créature sortit de l'ombre par à-coups comme si la lumière la brûlait. Sa peau était grisâtre, tendue sur des os saillants. Ses mains ressemblaient davantage à des serres qu'à des doigts humains. Sa bouche était trop large et dépourvue de lèvres, dévoilant des dents fines et serrées comme celles d'un rongeur. Adrien resta figé, incapable de prononcer le moindre son. La goule renifla l'air autour de lui puis poussa un cri strident qui résonna dans les carrières comme un écho d'agonie. Ce cri réveilla quelque chose sous la terre. Car bientôt d'autres cris lui répondirent. Des dizaines. Peut-être plus. Il venait de galeries multiples, se rapprochant peu à peu. Adrien sentit la panique le submerger. Il se mit à courir en direction de la ville mais la brume semblait ralentir ses mouvements. Derrière lui les pas des créatures se multipliaient. Ils étaient rapides, irréguliers, accompagnés d'un souffle haletant. Alors qu'il atteignait enfin une ruelle éclairée, il aperçut une silhouette sortir brusquement de l'ombre devant lui. Cette fois il s'agissait d'un homme, un vieillard voûté portant une vieille lanterne. Il agrippa Adrien par le bras et l'entraîna à l'intérieur d'une petite maison dont les volets étaient renforcés de planches. Le vieil homme referma la porte en tremblant. Dès qu'elle fut fermée, le silence revint brusquement. Le vieillard expliqua d'une voix rauque qu'il connaissait l'existence des goules depuis des années. Elles vivaient dans les carrières et se nourrissaient de ce qu'elles trouvaient. Parfois elles grimpaient jusqu'aux ruelles mais n'osaient s'approcher trop près de la lumière. Le vieil homme avait barricadé sa maison après avoir vu l'une d'elles rôder près de sa fenêtre un soir de pleine lune. Adrien passa la nuit chez lui, incapable de dormir. Il entendit parfois des frottements contre les murs de la maison, comme si des mains griffues palpitaient dans l'obscurité. Ce n'est qu'à l'aube que les bruits cessèrent. Lorsqu'il sortit, la butte semblait paisible, comme si rien ne s'était passé. Pendant les jours qui suivirent, il essaya de raconter son expérience à ses amis artistes mais aucun ne le prit au sérieux. Pourtant certains anciens habitants de Montmartre lui confirmèrent qu'ils avaient eux aussi entendu des bruits étranges venant des anciennes carrières. Ils parlèrent de silhouettes filiformes aperçues au coin d'un chemin, de pierres déplacées pendant la nuit, de cris étouffés résonnant depuis les galeries condamnées. Adrien quitta Montmartre quelques semaines plus tard. Il affirma qu'il ne pouvait plus travailler dans un quartier où la nuit semblait abriter un peuple caché sous la surface. Encore aujourd'hui, certains promeneurs nocturnes jurent qu'ils ont senti des regards peser sur eux au détour d'une ruelle. Et parfois, par les nuits sans lune, un cri aigu monte discrètement des profondeurs, rappelant que les carrières de Montmartre ne sont peut-être pas aussi vides qu'on veut bien le croire. La maison hantée de la rue des Enfants Rouges. La rue des Enfants Rouges, dans le Haut-Marais, semble parfaitement ordinaire. Pourtant à la fin du XIXe siècle, une vieille maison située à l'angle d'une petite cour devint le centre d'une rumeur persistante. On disait qu'elle abritait l'esprit d'un enfant disparu dans des circonstances mystérieuses. Les voisins racontaient que des pleurs s'en échappaient parfois la nuit et qu'une présence froide y errait comme un souffle impossible à chasser. À l'époque vivait dans cette maison une famille modeste. Le père un menuisier réputé,
la mère une femme douce et silencieuse et leur jeune fils Julien âgé d'Accent grave peine 8 ans. L'enfant était vif mais extrêmement sensible. Il parlait souvent de choses que les adultes ne voyaient pas. Il disait entendre des voix dans les murs ou des pas dans les escaliers alors que personne ne s'y trouvait. Ses parents croyaient à des rêves éveillés jusqu'au jour où tout bascula. Un soir de novembre alors que la pluie tombait violemment, Julien disparut. La mère raconte qu'il jouait dans sa chambre au dernier étage. Le père travaillait dans son atelier installé au rez-de-chaussée. Lorsque la mère alla l'appeler pour le dîner, la chambre était vide. La fenêtre était fermée et les jouets immobiles. Aucun bruit, aucun signe d'effraction. Le garçon semblait s'être évaporé. On fouilla la maison, la rue, le quartier entier. Personne ne trouva la moindre trace de l'enfant. Les semaines passèrent et la famille s'enfonça dans le désespoir. Puis un matin la mère entendit une chose qui la glaça. C'était un bruit léger venant du plafond, juste au-dessus d'elle. Un petit bruit régulier comme quelqu'un qui marche très lentement. Elle monta l'escalier en tremblant et se rendit dans l'ancienne chambre de Julien. Là elle entendit clairement des sanglots. Faibles, lointains, mais indéniablement ceux d'un enfant. Elle appela son fils mais les pleurs cessèrent brusquement. La pièce était froide malgré le poêle allumé. Le lit semblait légèrement froissé comme si quelqu'un s'y était assis il y a quelques secondes à peine. Persuadée que son fils était revenu, elle chercha dans toute la maison avant de réaliser que la porte d'entrée était encore verrouillée de l'intérieur. Les jours suivants les phénomènes se multiplièrent. Le père affirma entendre la nuit des pas descendant l'escalier puis s'arrêtant devant la porte de leur chambre. Quand il ouvrait, le couloir était vide. De petits jouets que Julien aimait beaucoup apparaissaient dans des endroits improbables. Une toupie se retrouva un matin posée au centre de la cuisine, parfaitement immobile, comme si quelqu'un avait voulu la montrer. La situation devint insoutenable lorsque l'on commença à voir l'enfant. Une voisine rentrait chez elle tard dans la nuit lorsqu'elle aperçut un petit garçon assis sur le rebord de la fenêtre de la maison. Il regardait fixement la rue avec une expression d'angoisse sur le visage. La lumière de la lune éclairait ses traits mais son corps semblait étrangement transparent. Lorsqu'elle cligna des yeux, le garçon avait disparu. Quelques semaines plus tard, un couple de voisins affirma avoir entendu frapper à leur porte peu après minuit. Quand ils ouvrirent, ils virent un enfant debout dans l'escalier. Il tremblait. Il semblait vouloir parler mais aucun son ne sortait. Puis il recula et s'effaça littéralement dans l'ombre du palier comme s'il n'avait jamais existé. Le couple fut si bouleversé qu'ils déménagèrent quelques jours plus tard. La mère de Julien finit par quitter la maison à son tour, incapable de supporter les manifestations qui devenaient quotidiennes. Le père y resta encore quelques mois, convaincu que l'esprit de son fils tentait d'entrer en contact avec lui. Il passait ses nuits dans l'ancienne chambre, espérant entendre un mot, un souffle. Mais ce qu'il entendait le plus souvent étaient des pleurs lointains qui semblaient venir de derrière les murs eux-mêmes. L'histoire se propagea dans tout le quartier et fut racontée durant des décennies comme l'une des hantises les plus tristes de Paris. Plusieurs locataires successifs rapportèrent avoir entendu des pleurs d'enfants ou senti une main glacée effleurer la leur. D'autres quittèrent les lieux après avoir aperçu une petite silhouette assise au pied de leur lit. Le spectre du palais de justice. Le palais de justice, sur l'île de la Cité, est un lieu où les murs semblent chargés de siècles de secrets et de sentences. Dès que la nuit tombe, les vastes couloirs se vident brusquement et les lourdes portes en bois claquent avec un écho qui résonne longtemps, comme un avertissement. Ceux qui travaillent tard dans le bâtiment savent que certaines ailes, surtout celles proches des anciens cachots, ne sont pas des endroits où l'on se promène après minuit. Au début du XXe siècle, un jeune greffier nommé Charles était chargé de classer les dossiers qui s'empilaient dans la salle des archives. Il travaillait souvent très tard, car il cherchait à se faire remarquer par sa hiérarchie. Ce soir-là, les couloirs étaient particulièrement silencieux. Le vent soufflait contre les vitraux qui projetaient sur les murs des ombres mouvantes. Charles avait le sentiment étrange que la lumière des lampes à gaz vacillait un peu trop régulièrement, comme si quelqu'un soufflait dessus. Alors qu'il rangeait un gros registre poussiéreux sur une étagère, il entendit un pas derrière lui. Un pas lent, lourd, mesuré.
Il se retourna immédiatement, mais le couloir était vide. Il haussa les épaules, se força à rire et reprit son travail. Quelques minutes plus tard, le pas retentit à nouveau, plus proche cette fois. Puis un souffle léger lui frôla l'oreille, comme si quelqu'un se tenait tout près de lui. Stéphane se retourna violemment. Rien. Il sentit une sueur froide couler dans son dos. Il décida de quitter les archives et d'aller voir s'il restait quelqu'un dans le bâtiment. En approchant du grand couloir principal, il remarqua qu'une porte qu'il était pourtant certain d'avoir fermée était à présent entr'ouverte. C'était la porte qui menait aux anciens cachots, un endroit que l'on n'utilisait plus depuis longtemps. Une odeur de pierre humide et de métal rouillé s'en échappait. Charles hésita, mais sa curiosité prit le dessus. Il poussa la porte et une vague de froid l'enveloppa. Le couloir était plongé dans la pénombre. Les murs ruisselaient d'humidité et le bruit de l'eau gouttant dans le fond résonnait comme un battement régulier. Charles s'avança lentement, sa lampe éclairant les pierres rongées par le temps. Puis il le vit. À une dizaine de mètres devant lui se tenait une silhouette immobile. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, la tête légèrement inclinée comme s'il écoutait les bruits du couloir. Charles pensa qu'il s'agissait d'un gardien. Il l'appela. L'homme ne bougea pas. Charles fit un pas en avant. La silhouette sembla glisser légèrement sur le sol sans faire le moindre bruit. Une peur sourde envahit le greffier. Il voulut reculer, mais la silhouette tourna lentement la tête vers lui. C'est à cet instant qu'il comprit que ce qu'il regardait n'était pas un être vivant. Le visage de l'homme n'avait aucune couleur. Ses traits étaient flous, comme dessinés par une main tremblante. Ses yeux étaient deux zones d'ombre profondes qui ne reflétaient aucune lumière. Charles sentit son souffle s'arrêter. Le spectre avança vers lui, toujours sans bruit. Au moment où il semblait sur le point de l'atteindre, un fracas retentit au bout du couloir. Une porte venait de claquer violemment. La silhouette se tourna vers le son, puis se dissipa brusquement en un tourbillon de brume grise. En quelques secondes il n'y avait plus rien. Charles resta paralysé au milieu du passage, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Il regagna la sortie des cachots en courant. Lorsqu'il atteignit l'escalier principal, il s'arrêta net. En haut des marches se tenait à nouveau l'homme sombre. Il ne bougeait pas, mais sa présence emplissait l'espace comme une menace silencieuse. Charles ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les ouvrit, la silhouette avait disparu. Il monta les marches et quitta le palais de justice sans se retourner. Pendant plusieurs semaines, il refusa de travailler seul le soir. Il apprit finalement que plusieurs employés avaient déjà parlé d'un fantôme rôdant dans les couloirs. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un ancien juge injustement accusé, d'autres d'un bourreau qui revenait hanter les lieux où il avait exercé. Une légende racontait même qu'il s'agissait de l'esprit d'un prisonnier mort dans les cachots au XVIIIe siècle, condamné pour une faute qu'il n'avait pas commise. Depuis ce jour, les agents du palais de justice évitent soigneusement les corridors menant aux anciennes cellules quand les dernières lumières s'éteignent. Ils disent que l'homme en manteau sombre apparaît toujours quand quelqu'un reste trop tard sur place et que son regard vide suit les imprudents qui osent pénétrer dans son territoire. Le diable de la rue du Cherche-Midi. Au cœur du 6e arrondissement, la rue du Cherche-Midi est aujourd'hui animée, bordée de boutiques et de cafés. Pourtant, au XVIIe siècle, elle était considérée comme l'une des rues les plus inquiétantes de Paris. La nuit, elle devenait si sombre que les passants s'y aventuraient rarement, convaincus qu'un démon y errait. On racontait qu'un homme avait fait un pacte avec le diable et que celui-ci venait régulièrement réclamer son dû. L'histoire la plus troublante concerne un homme du nom d'Antoine Delay, un alchimiste amateur dont les expériences étranges suscitaient la méfiance du quartier. Il vivait seul dans une petite maison aux volets presque toujours fermés. La nuit, une lueur rougeâtre s'échappait parfois de sa cave, accompagnée d'une odeur âcre de soufre. Les voisins disaient entendre des murmures étouffés à travers les murs comme si Antoine parlait à quelqu'un qui ne lui répondait jamais par la voix mais par un souffle rauque. Un soir d'hiver particulièrement froid, un jeune marchand nommé Gaspard rentrait chez lui après avoir livré ses marchandises. Alors qu'il traversait la rue du Cherche-Midi, il aperçut une silhouette debout devant la maison d'Antoine.
Cette silhouette avait une présence oppressante. Elle était grande, enveloppée d'un manteau noir qui semblait absorber la lumière des lanternes. Gaspard ralentit, croyant avoir affaire à un voleur ou à un visiteur nocturne. Mais au moment où il passa près de la silhouette, il sentit une vague de chaleur intense émaner d'elle, comme si un brasier brûlait sous son manteau. L'air devint lourd et chargé d'une odeur de brûlé. Instinctivement, Gaspard tourna la tête vers l'homme et fut frappé par ce qu'il vit, le visage de la silhouette n'était pas humain. Les traits étaient déformés, presque liquéfiés, comme si le visage fondait lentement. Et surtout, 2 yeux rougeoyants brillaient à l'intérieur de ces ombres mouvantes. Terrifié, Gaspard fit un pas en arrière. La silhouette se tourna alors vers la porte d'Antoine. Un simple geste de sa main, et la serrure céda dans un bruit sec. La porte s'ouvrit toute seule, laissant apparaître un escalier plongeant vers la cave. Gaspard entendit alors des cris étouffés provenant des profondeurs. Des cris d'hommes, de terreur, résonnant faiblement comme s'ils venaient d'un autre monde. La silhouette entra dans la maison et disparut dans l'obscurité de la cave. Incapable de bouger, Gaspard resta figé plusieurs minutes. Finalement, il eut le courage de courir jusqu'à la maison voisine pour alerter les habitants. En quelques minutes, quelques hommes du quartier accoururent armés de bâtons et de lanternes. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison d'Antoine, ils découvrirent la porte de la cave grande ouverte. En descendant les marches, ils sentirent la chaleur monter. Dans la cave, ils trouvèrent un cercle tracé à la craie, couvert de symboles inconnus. Au centre, Antoine gisait au sol, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Sa peau était marquée de brûlures profondes qui ne ressemblaient à rien de naturel. Les murs de la cave étaient couverts d'une suie épaisse, comme si un incendie avait ravagé la pièce, mais aucune flamme n'était visible. Un silence lourd régnait. Puis soudain un souffle passa entre les torchers, les éteignant toutes d'un seul coup. Les hommes furent plongés dans l'obscurité totale. Ils entendirent alors un rire, profond, résonnant dans les murs, un rire qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Ils s'enfuirent en trébuchant, abandonnant la maison derrière eux. Le lendemain, lorsque les autorités arrivèrent, le corps d'Antoine avait disparu. À sa place, il ne restait qu'une marque noire sur le sol, comme l'empreinte d'un corps carbonisé. Aucun voisin n'accepta plus jamais d'entrer dans la maison, qui fut abandonnée puis détruite quelques années plus tard. La légende raconte que le diable lui-même était venu réclamer l'âme d'Antoine, venu s'approprier ce qui lui avait été promis. Depuis ce jour, certains passants affirment que la nuit, lorsqu'ils marchent dans la rue du Cherche-Midi, ils sentent parfois une chaleur anormale derrière eux. Et si jamais ils se retournent, ils aperçoivent au loin une silhouette sombre immobile, semblable à celle que Gaspard avait vue ce soir-là. Beaucoup disent que c'est le diable qui continue de hanter la rue, cherchant ceux qui, comme Antoine, seraient prêts à lui céder ce qu'il possède de plus précieux. Le spectre de la tour Saint-Jacques. La tour Saint-Jacques se dresse seule au milieu de Paris, vestige d'une ancienne église aujourd'hui disparue. Sa silhouette gothique semble veiller sur le quartier, mais la nuit elle prend une toute autre forme. Les habitants du centre affirment que des lueurs étranges apparaissent parfois derrière ses fenêtres au perché et que des murmures descendent de la tour quand le vent souffle entre ses pierres. Beaucoup pensent qu'il s'agit du fantôme d'un alchimiste qui aurait tenté dans ces lieux un rituel interdit. L'histoire débuta au début du XIXe siècle lorsqu'un savant discret nommé Victor Le Gris fut autorisé à installer son petit laboratoire dans une salle abandonnée de la tour. Il recherchait, selon ses propres mots, la nature secrète de la lumière. Les voisins remarquèrent qu'il travaillait souvent la nuit et qu'à travers les meurtrières éclairées par sa lanterne on voyait parfois des ombres tournoyer. On disait qu'il ne descendait presque jamais et que ses provisions lui étaient livrées par un jeune apprenti qui n'osait pas rester plus de quelques minutes à l'intérieur. Une nuit de septembre, cet apprenti, un garçon timide nommé Henri, fut envoyé apporter un coffre rempli de poudre et de liquide mystérieux. Lorsqu'il entra dans la tour, il fut frappé par un silence anormal. Aucune lampe n'était allumée à l'étage supérieur et l'air avait une odeur métallique, âcre, presque brûlée. En montant l'escalier en colimaçon, il sentit une vibration étrange. Les marches semblaient frémir sous ses pieds comme si quelque chose pulsait dans la pierre même.
Arrivé devant la porte du laboratoire, il hésita. Une faible lumière passait sous le bois et de petits éclats dorés en sortaient par intermittence. Il frappa doucement mais n'obtint aucune réponse. Lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit une scène effroyable. Au centre de la salle, Victor Legris était debout, le visage tourné vers le plafond. Ses vêtements étaient brûlés par endroits et sa peau éclairée par une lueur surnaturelle. Mais le plus terrifiant était ses yeux. Ils ne contenaient plus de pupilles. Juste une lumière blanche, intense, presque aveuglante. Henri voulut crier mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Une énergie éclata soudain autour du savant comme une vague lumineuse qui secoua toute la pièce. Les parchemins se soulevèrent du sol, les fioles se mirent à trembler et la flamme de la lampe se tordit comme vivante. Victor leva lentement les bras, ses doigts tendus vers le ciel, puis il prononça une phrase incompréhensible dans une langue qu'Henri n'avait jamais entendue. Mais ce n'était pas une voix humaine. C'était un son résonnant, vibrant, comme plusieurs voix parlant à l'unisson. Alors la lumière explosa. Henri ferma les yeux, plaqua les mains sur son visage et sentit un souffle brûlant le repousser. Quand il rouvrit les yeux, Victor avait disparu. À sa place il ne restait qu'un cercle de suie parfaitement dessiné sur le sol, comme si le savant avait été réduit en poussière instantanément. Une odeur de cendre emplissait la pièce. Pris de panique, Henri dévala les escaliers. Mais à mi-chemin il entendit soudain un pas derrière lui. Un pas lent et lourd. Il se retourna et vit une silhouette éclairée par une lumière blanche qui descendait en flottant dans l'escalier. C'était Victor, ou du moins quelque chose qui avait ses traits. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Ses yeux brillaient toujours d'une lumière froide. Henri se précipita hors de la tour en criant à l'aide. Mais lorsqu'il revint quelques minutes plus tard avec des gardiens, la silhouette avait disparu. À l'intérieur du laboratoire tout était intact, comme si rien ne s'était passé. Le cercle de suie avait disparu. Les semaines suivantes, plusieurs promeneurs nocturnes affirmèrent avoir aperçu une lumière blanche apparaître à l'un des étages de la tour. Certains jurèrent avoir vu une silhouette immobile les observer depuis une haute fenêtre. D'autres entendirent une voix lointaine réciter des mots incompréhensibles lorsque le vent soufflait du nord. Une vieille légende se forma alors. Victor Legris avait tenté de maîtriser un pouvoir trop grand pour l'homme et son esprit y était resté piégé. Il errait maintenant dans la tour, condamné à répéter éternellement son dernier instant, à la recherche d'une issue que ni la pierre ni la lumière ne pouvaient lui offrir. Le moine sans visage du jardin du Luxembourg. Le jardin du Luxembourg, aujourd'hui si paisible avec ses pelouses soignées et ses statues, a longtemps été un lieu où rôdaient des rumeurs inquiétantes. L'une d'elles parle d'un moine sans visage, un spectre silencieux qui apparaîtrait la nuit entre les arbres, vestige d'un religieux exécuté pendant les heures sombres de la Révolution. Cette histoire remonte à une époque où le jardin était encore parcouru de zones sauvages, de sous-bois épais et de chemins étroits. Les lampes ne suffisaient pas à éclairer l'immensité du parc la nuit, et les rares gardiens qui patrouillaient après la fermeture parlaient souvent d'ombres mouvantes et de murmures étouffés. Un soir d'octobre, un jeune gardien nommé François fut chargé de fermer les derniers accès du parc. Il n'aimait pas travailler la nuit, car un sentiment de malaise l'envahissait dès que l'obscurité enveloppait les parterres. Ce soir-là, l'air était particulièrement lourd et les arbres semblaient immobiles, comme s'ils retenaient eux aussi leur souffle. Tandis qu'il inspectait l'allée des orangers, François entendit des pas derrière lui. Des pas lents, réguliers, qui heurtaient le gravier avec un rythme presque cérémonial. Il se retourna mais ne vit personne. L'allée était vide du début à la fin. Il continua son inspection, tentant de se convaincre que ce n'était que le bruit du vent, bien que rien dans les branches ne bougeât. En approchant du grand bassin, il entendit de nouveau ses pas. Plus proche. Cette fois il semblait directement derrière lui. Il fit volte-face, la lampe à la main. C'est alors qu'il l'aperçut. Sous l'ombre d'un marronnier se tenait une silhouette drapée dans une longue robe sombre. La capuche était tirée sur sa tête, cachant entièrement son visage. Le tissu semblait flotter légèrement, comme si un souffle invisible l'effleurait. François resta pétrifié.
La silhouette ne bougeait pas. Elle semblait attendre. François se força à parler. Sa voix trembla lorsqu'il demanda si la personne avait besoin d'aide. Aucun son ne lui répondit. Au lieu de cela, la silhouette inclina lentement la tête, d'un geste si lent et précis qu'il en frissonna. Quelque chose dans ce mouvement n'était pas naturel. Pas humain. Il fit un pas en arrière. La silhouette avança d'un pas également. Mais ses pieds ne produisirent aucun bruit sur le gravier. François sentit son cœur battre si fort qu'il en avait mal. Il leva sa lampe pour mieux voir le visage sous la capuche. La lumière éclaira le tissu sombre. Il poussa un cri étouffé. Il n'y avait rien. Aucun visage. Aucune peau. Aucune forme. Juste une absence totale, un vide noir d'où semblait s'écouler un souffle glacé. La silhouette se rapprocha encore. La capuche vibrait légèrement, comme si quelque chose bougeait dans l'ombre qui occupait l'intérieur de ce corps. François perdit toute maîtrise de lui-même et courut vers la sortie du jardin. Il traversa les parterres, contourna les statues et atteignit la grille la plus proche. Lorsqu'il se retourna pour voir si la chose le poursuivait, il vit la silhouette immobile, debout au milieu de l'allée. Elle le fixait toujours malgré l'absence de visage. La brume autour d'elle semblait s'épaissir. François referma la grille dans un fracas métallique et courut jusqu'à son poste. Il raconta l'histoire à son supérieur qui refusa d'y croire. Pourtant, quelques jours plus tard, un autre gardien rapporta une vision similaire. Puis un troisième. Toujours la même silhouette. Toujours ce visage inexistant. Toujours ce même souffle froid. En interrogeant les archives du jardin, un historien découvrit qu'un moine avait été arrêté au couvent voisin durant la Révolution et exécuté sommairement dans le parc même. On dit qu'il refusa de renier sa foi et qu'avant de mourir il proféra une bénédiction qui se transforma en malédiction. Depuis, son esprit errait dans le jardin à la recherche de la paix qu'on lui avait refusée. Le fantôme de la conciergerie. La conciergerie, sur l'île de la Cité, s'élève comme une forteresse figée dans le temps. Ses murs épais ont vu défiler des siècles de prisonniers, de souffrances et de secrets dont beaucoup n'ont jamais été révélés. La nuit, lorsque les visiteurs sont partis et que les couloirs se vident, le bâtiment semble se réveiller. Les pierres paraissent retenir des murmures, comme si elles continuaient de répéter les derniers mots des prisonniers qui y furent enfermés. L'histoire la plus troublante qui entoure la conciergerie concerne le fantôme d'une femme inconnue. Si certains disent qu'il s'agit de Marie-Antoinette, d'autres affirment au contraire qu'il s'agit d'une prisonnière oubliée dont le nom n'a jamais été inscrit dans les registres, mais dont l'âme refuserait de quitter les lieux. Tout commença au début du XXe siècle, quand un gardien du nom de Louis fut affecté aux rondes nocturnes. La conciergerie était un endroit où il ne faisait jamais réellement noir. Les torchers électriques projetaient des ombres inquiétantes sur les voûtes en ogive. Louis avait pour habitude de commencer sa ronde dans l'ancienne salle des gardes, puis de longer les anciens cachots où le froid semblait pénétrer jusque dans les os. Une nuit d'hiver particulièrement froide, il descendit dans le couloir des cellules. Le silence y était total. La lumière de sa lampe se reflétait sur les barreaux rouillés. Alors qu'il approchait d'une petite cellule isolée du reste, il remarqua que la porte était entr'ouverte. Il était pourtant certain de l'avoir fermée. En s'approchant, il sentit un courant d'air glacé s'échapper de l'intérieur. Il poussa la porte, et une odeur légèrement sucrée, semblable à celle d'une bougie fondue, envahit l'espace. À l'intérieur, la cellule semblait vide, mais quelque chose attira son regard vers un coin sombre. Une silhouette féminine se tenait là, légèrement penchée vers l'avant. Ses cheveux tombaient sur ses épaules, cachant partiellement son visage. Louis pensa qu'il s'agissait d'un intrus ou d'une visiteuse égarée. Il l'appela doucement. La silhouette ne bougea pas. Il fit un pas de plus, tendant sa lampe vers elle. La lumière révéla alors ce qu'il n'aurait jamais voulu voir. La femme portait une robe ancienne, d'un blanc sale, mais ce n'était pas ce détail qui horrifia Louis. Ce qui le paralysa fut le visage. Il n'était pas totalement visible, noyé dans l'ombre,
mais le peu qu'il distinguait évoquait une pâleur cadavérique et un regard vide, un regard qui ne semblait pas se fixer sur lui mais à travers lui. Il voulut reculer mais ses jambes refusaient de bouger. La femme leva lentement la tête. Louis vit alors qu'une larme coulait sur sa joue, mais cette larme n'était pas faite d'eau. Elle brillait d'une lumière étrange, comme une goutte de cire chaude. La femme ouvrit la bouche très lentement. Aucune voix n'en sortit d'abord. Puis un soupir très faible résonna. Un soupir qui semblait venir non pas de la gorge mais des murs eux-mêmes. La femme fit un pas vers lui. Son pied ne produisit aucun son. Louis sentit une vague de froid glacial l'envahir. Il recula brusquement, trébucha et tomba au sol. Lorsqu'il leva les yeux, la silhouette était juste devant lui. Elle tendit un bras, ses doigts allongés, presque translucides. Elle semblait vouloir toucher son visage. Mais au moment où sa main allait l'atteindre, un bruit sec retentit dans le couloir. Une porte venait de claquer. La silhouette se tourna dans cette direction. Puis elle se dissipa lentement, son corps se dissolvant dans l'air comme une fumée aspirée par les pierres. En quelques instants il n'en resta que l'odeur légère de cire fondue. Louis resta plusieurs minutes au sol, incapable de respirer correctement. Quand il retrouva finalement son calme, il se releva et inspecta la cellule. Elle était vide. Pourtant, sur le mur, il vit quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une inscription tracée dans la pierre. Un mot seulement. Aidez-moi. Les jours suivants, Louis raconta son histoire à quelques collègues. À sa grande surprise, plusieurs reconnurent avoir entendu des pleurs étouffés venant de cette même cellule, ou vu une silhouette blanche dans les couloirs près des salles anciennes. On disait que parfois, tôt le matin, des visiteurs affirmaient apercevoir une femme assise sur un lit de pierre, la tête penchée, comme en prière. Les historiens du bâtiment tentèrent de retrouver la trace d'une prisonnière correspondant à cette présence mais aucun document n'en fit mention. Peut-être avait-elle été enfermée sans procès, ou peut-être était-elle morte dans le plus grand anonymat. Le cheval fantôme du pont de l'Alma. Parmi les légendes les plus étranges de Paris, celle du cheval fantôme du pont de l'Alma est sans doute l'une des plus anciennes. Elle remonte au XIXe siècle, lorsque ce pont, fraîchement construit, était encore bordé de zones sombres où la Seine roulait lourdement sous les arches. À l'époque, les cochers, les bateliers et les passants nocturnes parlaient d'une créature inquiétante surgissant parfois dans la brume, un cheval aux yeux vides qui galopait silencieusement au-dessus de l'eau avant de disparaître dans un souffle glacé. L'histoire la plus détaillée nous vient d'un cocher du nom d'Éloi Martin. C'était un homme robuste, peu impressionné par les récits de fantômes. Il conduisait sa carriole chaque soir pour ramener les bourgeois tardifs dans leur quartier. Une nuit d'automne, alors qu'il traversait le pont de l'Alma, la brume était si dense qu'il distinguait à peine les lampadaires. Le bruit de la Seine semblait étouffé comme si l'eau elle-même retenait son souffle. Son cheval nommé Brume commença à montrer des signes d'inquiétude. Ses oreilles se dressèrent, ses pas ralentirent et il tirait sur les rênes, refusant d'avancer. Éloi tenta de le rassurer puis de le forcer à avancer. C'est alors que le silence se brisa. Un bruit de galop retentit devant eux. Pas un galop ordinaire. C'était un bruit profond, répétitif, presque métallique, comme si des sabots frappaient une surface creuse. Éloi distingua alors une forme dans la brume. Un cheval surgissait vers eux, avançant au milieu du pont, mais son apparence n'avait rien de naturel. Son corps était d'un blanc presque translucide. Ses flancs semblaient faits de brume condensée. À chaque foulée, ses pattes semblaient effleurer le sol sans jamais le toucher vraiment. Mais le plus terrifiant était ses yeux. Deux orbes pâles, totalement vides, qui reflétaient à peine la lumière. Le cheval fantôme s'arrêta à une dizaine de mètres de la carriole. Brume recula en hennissant de peur. Éloi sentit sa gorge se serrer. L'air autour d'eux devint glacial et un souffle humide s'éleva de la Seine comme si le fleuve lui-même observait la scène. Le cheval spectral abaissa sa tête vers eux dans un geste lent. Le sol se mit à vibrer très légèrement. Éloi tenta de faire demi-tour, tirant de toutes ses forces sur les rênes, mais Brume était pétrifié.
Le cheval fantôme leva alors une de ses pattes. Son sabot traversa littéralement le pavé comme s'il n'existait pas et Éloi sentit un froid intense parcourir ses bras. Il comprit qu'il n'était pas face à un animal mais à quelque chose de beaucoup plus ancien. Peut-être un écho d'un événement tragique, ou l'esprit d'un cheval mort dans la Seine. Soudain la créature se cabra. Son hennissement résonna dans l'air comme un cri grave venu d'un autre monde. La brume autour d'elle tourbillonna, se resserrant jusqu'à l'envelopper totalement. Puis, dans un mouvement rapide, le cheval retomba et se mit à galoper en direction du fleuve. Il traversa la rambarde comme s'il ne s'agissait que d'un voile. Son corps plongea dans la Seine sans produire une seule éclaboussure. Le silence revint aussitôt. La brume sembla se dissiper légèrement comme si la présence venait de s'éteindre. Éloi resta immobile pendant de longues minutes, incapable de comprendre ce qu'il venait de vivre. Puis il parvint finalement à faire demi-tour et quitta le pont au plus vite. Les jours suivants, il raconta son expérience à d'autres cochers. Aucun ne se moqua. Plusieurs avaient déjà entendu des histoires semblables. Certains affirmaient avoir aperçu une silhouette blanche courir sur le fleuve dans la nuit. D'autres disaient que ce cheval apparaissait juste avant un accident ou une noyade. Avec le temps, la rumeur dit que le cheval fantôme était celui d'un cavalier tombé dans la Seine lors d'une nuit de tempête au XVIIIe siècle. Le cavalier serait mort sur le coup mais la bête aurait continué à chercher son maître sur les eaux noires du fleuve encore et encore. Les cris hantés de la maison de la mort, rue de la Fontaine-au-Roi. La rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e arrondissement, n'a plus aujourd'hui rien d'effrayant. Pourtant, au XIXe siècle, une maison isolée au numéro 42 était surnommée par les habitants la maison de la mort. On racontait qu'elle avait été le théâtre d'un meurtre si brutal que les murs eux-mêmes en avaient gardé la mémoire. Les voisins affirmaient que la nuit, des cris déchirants y résonnaient encore comme un écho du passé. Cette maison avait été occupée par un homme nommé Anselme Royer, un artisan réputé pour son caractère renfermé. Peu de gens l'avaient vu sourire un jour. Il vivait seul depuis la disparition mystérieuse de sa femme, dont il prétendait qu'elle avait fui le domicile conjugal. Mais certains habitants du quartier avaient entendu des disputes violentes dans la maison et ne croyaient pas à cette version. Les années passèrent et Anselme sombra dans un isolement presque total. Un soir de novembre, un jeune apprenti cordonnier du nom d'Étienne, qui passait chaque jour devant la maison, vit la porte entr'ouverte. L'intérieur était plongé dans le noir. Étienne décida d'appeler, pensant que le vieil homme avait peut-être besoin d'aide. Aucune réponse. Il entra dans le couloir et sentit tout de suite une odeur lourde, un mélange de poussière, de moisissure et de quelque chose de plus métallique. Un silence pesant flottait dans l'air. Il éclaira la pièce avec une petite bougie qu'il avait sur lui. À cet instant, un frisson parcourut sa nuque. Il eut l'impression que quelqu'un se tenait juste derrière lui, observant ses moindres gestes. Il se retourna lentement. Personne. Mais il remarqua quelque chose d'étrange au sol. Des traces sombres menaient vers la cave. Des traces irrégulières, comme si quelque chose avait été traîné sur les dalles. Étienne suivit les traces jusqu'à la porte de la cave. Celle-ci était entrebâillée. En l'ouvrant, un air glacial remonta des profondeurs. L'escalier était humide et la pierre suintait. En descendant quelques marches, il entendit un bruit faible, comme un sanglot étouffé. Un gémissement presque inaudible. Étienne s'arrêta net. Il n'était plus sûr qu'il voulait continuer. Pourtant quelque chose l'attirait vers le bas, une curiosité douloureuse, presque hypnotique. Lorsqu'il atteignit le sol de la cave, sa bougie vacilla. La pièce semblait vide. Mais une sensation pesante lui donnait l'impression qu'elle était remplie de présences invisibles qui attendaient dans l'ombre. Alors un cri retentit. Un cri aigu, déchirant, qui résonna contre les murs comme une plainte d'outre-tombe. Étienne laissa tomber sa bougie. La flamme s'éteignit d'un coup. Dans l'obscurité totale, il entendit les cris se multiplier. Ce n'était plus une voix, mais plusieurs. Des hurlements, des gémissements, des appels au secours. Les sons semblaient venir de tous les coins de la cave.
Étienne chercha à remonter l'escalier mais ses mains tremblaient tant qu'il n'arrivait pas à trouver la première marche. Il sentit alors quelque chose effleurer sa nuque. Un souffle glacé. Une respiration faible, presque humaine. Il hurla et remonta l'escalier en courant. En arrivant dans le couloir, il claqua la porte derrière lui. Les cris cessèrent aussitôt. Seul un silence étouffant demeurait. Étienne sortit de la maison en trébuchant. La porte se referma toute seule derrière lui dans un claquement sec. Le lendemain, la police fut alertée par les voisins. Lorsqu'on fouilla la cave, on découvrit des restes humains dissimulés derrière un PAN de mur en pierre. Il s'agissait de la femme d'Anselme, ainsi que d'autres victimes non identifiées. L'artisan avait été aperçu quelques jours auparavant errant dans les rues, hagard, et fut arrêté. Il avoua les meurtres, affirmant que les victimes criaient encore dans sa tête. La maison fut abandonnée. Pourtant, malgré les années, personne ne voulut s'y installer. Les quelques courageux qui y entrèrent affirmèrent entendre des murmures dès qu'ils s'approchaient de la cave. Certains fuyaient en larmes, jurant que des hurlements s'élevaient dessous les dalles lorsque la nuit tombait. On finit par condamner la cave et sceller entièrement le sous-sol. Mais même aujourd'hui, les habitants du quartier racontent que par les nuits d'automne, lorsqu'un vent froid traverse la rue, on peut entendre un faible gémissement s'échapper des fondations de la maison. Un écho lointain des âmes emprisonnées dans les pierres, incapables de trouver le silence. La femme brune de la place des Vosges. La place des Vosges est l'une des plus belles places de Paris. Ses façades parfaitement symétriques, ses arbres taillés et son atmosphère paisible attirent chaque jour des promeneurs. Pourtant, la nuit, lorsque les lampadaires s'allument et que les arcades projettent des ombres profondes, le lieu semble changer de nature. Une légende raconte qu'une femme brune y apparaît parfois, silhouette pâle aux yeux sombres, errant silencieusement sous les voûtes. Sa présence serait liée à un drame ancien, un duel tragique dont l'issue aurait plongé une âme dans une peine éternelle. L'histoire remonte au début du XVIIe siècle, peu après l'inauguration de la place. À cette époque vivait dans l'un des hôtels particuliers un noble du nom de Charles de Bragelonne, réputé pour son tempérament impétueux. Il entretenait une liaison secrète avec une jeune femme nommée Éléonore, au charme saisissant et à la chevelure sombre. Leur amour était passionné, mais aussi impossible, car Éléonore était promise à un autre homme, un officier jaloux et violent. Une nuit, l'officier surprit le couple en train de se rencontrer clandestinement sous les arcades. Pris de rage, il provoqua immédiatement Charles en duel. Sans réfléchir, le jeune noble accepta. Le duel eut lieu à l'aube, sur la place encore vide. Les premiers rayons du soleil éclairaient les pavés lorsque les deux hommes dégainèrent. Éléonore, cachée derrière l'une des colonnes, observait la scène, tremblante. Le combat fut bref mais brutal. Charles fut mortellement blessé. Il s'effondra au sol, les yeux fixés vers Éléonore qu'il ne pouvait plus rejoindre. La jeune femme se précipita vers lui et prit sa main. Charles murmura quelques mots qu'elle seule entendit puis expira. Éléonore hurla, un cri si déchirant qu'on racontait qu'il résonna longtemps dans les murs de la place. Rongée par la douleur et la culpabilité, elle disparut le soir même. Le lendemain, on retrouva son corps sans vie dans une chambre de l'hôtel particulier. On disait qu'elle était morte de chagrin. Depuis ce jour, les habitants de la place commencèrent à rapporter des phénomènes étranges. Lors des nuits froides, une silhouette de femme brune apparaissait sous les arcades. Toujours seule, toujours silencieuse. Certains disaient qu'elle semblait chercher quelqu'un. D'autres affirmaient qu'elle répétait les mêmes trajets en boucle, comme si elle revivait sans cesse la dernière nuit de son amant. Au XIXe siècle, un écrivain nommé Léon Moreau qui résidait quelques mois sur la place fut témoin d'une rencontre terrifiante. Une nuit, alors qu'il rentrait tard de chez un ami, il décida de traverser la place pour rejoindre son hôtel. Les lampadaires diffusaient une faible lumière. Les arcades étaient plongées dans une semi-obscurité. À mesure qu'il avançait, il eut l'impression qu'une silhouette marchait parallèlement à lui sur le trottoir opposé, dans l'ombre des voûtes. Il s'arrêta. La silhouette aussi. Il fit un pas. Elle fit un pas intrigué,
il s'approcha de l'arcade. C'est alors qu'il aperçut clairement une femme vêtue d'une robe ancienne. Ses cheveux bruns tombaient en boucle sur ses épaules. Sa peau était si pâle qu'elle semblait presque luminescente. Elle avait la tête légèrement inclinée et son regard était perdu dans le vide, comme si elle contemplait un souvenir si puissant qu'il l'arrachait au monde réel. Léon l'appela. La femme releva lentement les yeux vers lui. Lorsqu'il vit son visage, il sentit son cœur se figer. Ses yeux étaient d'un noir profond, mais ce qui terrifia l'écrivain fut l'expression infinie de tristesse qu'il contenait. Elle semblait porter sur elle des siècles de peine. Elle fit un pas vers lui. Léon recula instinctivement. La femme étendit alors un bras, ses doigts tremblaient comme si elle tentait de toucher quelque chose qu'elle ne pouvait atteindre. Puis, sans prévenir, elle disparut. Son corps se dissipa comme une volute de fumée, laissant derrière elle un froid intense. Une odeur légère de violette flotta un instant dans l'air. Léon resta paralysé avant de s'enfuir jusqu'à son hôtel. Il quitta la place quelques jours plus tard, convaincu d'avoir rencontré l'esprit d'une femme prisonnière de son propre chagrin. Aujourd'hui encore, certains habitants affirment avoir croisé la femme brune tard dans la nuit. Elle marche lentement sous les arcades, toujours vêtue de sa robe ancienne. Elle ne parle jamais. Elle semble simplement chercher quelque chose qu'elle ne trouve pas. Certains pensent qu'elle attend encore la présence de Charles, ou qu'elle revit sans cesse la dernière nuit de leur amour impossible. On dit que si vous vous retrouvez seul sous les arcades par une nuit silencieuse, vous pourriez entendre des pas derrière vous, posés avec une lenteur douloureuse. Et si vous vous retournez, peut-être verrez-vous une silhouette brune dont le regard triste traversera votre âme, comme si elle cherchait en vous une trace du passé qu'elle n'a jamais pu quitter. Le guetteur de la tour de Nesle. La tour de Nesle ne se dresse plus aujourd'hui, mais elle a longtemps dominé la rive gauche de la Seine, juste en face du Louvre. Construite au Moyen Âge, elle avait la réputation d'être un lieu maudit. Les passants chuchotaient que, la nuit, un mystérieux guetteur apparaissait au sommet, silhouette sombre et immobile, observant la ville comme un gardien d'un secret trop lourd à porter. Cette légende remonte à l'une des périodes les plus tumultueuses de Paris. La tour de Nesle était alors la résidence d'une des princesses de la famille royale, Marguerite de Bourgogne, connue pour son tempérament rebelle. La rumeur disait qu'elle y invitait des jeunes hommes pour des soirées scandaleuses, et que, lorsqu'elle s'en lassait, elle les faisait jeter dans la Seine afin que leur histoire soit engloutie par les eaux du fleuve. Vrai ou faux, le bruit courut si fort que la tour devint un symbole de vice et de mort. Des années plus tard, alors que la tour était presque abandonnée, un veilleur de nuit nommé Hervé fut chargé de surveiller le secteur. Il était habitué aux récits de fantômes, mais il n'y croyait guère. Une nuit d'hiver, la brume recouvrait la Seine. Le fleuve, silencieux, semblait s'étendre au-delà de lui-même. Hervé avançait lentement sur le quai lorsqu'il aperçut une forme au sommet de la tour. Une silhouette droite, immobile, parfaitement découpée contre le ciel. Il pensa à un voleur ou à un intrus, et décida de s'approcher. À mesure qu'il se rapprochait, la silhouette devenait plus nette. Elle portait un manteau long qui flottait légèrement malgré l'absence de vent. Hervé cria pour interpeller l'homme. Aucun mouvement. Aucun signe de vie. La silhouette restait tournée vers la Seine, comme si elle observait les remous du fleuve avec une attention inquiétante. Hervé entra alors dans la tour. L'escalier en colimaçon qui menait au sommet était humide, glissant. Chaque pas résonnait avec un écho creux. Lorsqu'il atteignit enfin la plateforme supérieure, il trouva le lieu vide. Personne. Pourtant la forme qu'il avait vue était bien réelle. Il demeura là quelques instants, cherchant à comprendre. La brume s'épaississait autour de lui. Soudain un bruit sec résonna derrière lui. Hervé se retourna et aperçut la silhouette, debout à quelques pas seulement. Elle n'était plus à l'endroit où il l'avait vue, mais elle se tenait maintenant là, au sommet de l'escalier, comme si elle était montée sans faire le moindre bruit. Le reflet de la lune éclairait partiellement son visage. Hervé sentit une terreur profonde l'envahir. Le visage de la silhouette n'avait rien d'humain. Ses traits étaient figés, comme sculptés dans de la cire.
Les yeux étaient deux cavités sombres, sans pupilles. La silhouette leva lentement un bras et pointa un doigt vers la Seine en contrebas. Hervé tourna son regard vers le fleuve. À cet instant, il crut entendre des voix. Des voix étouffées, montantes, comme un chœur de gémissements provenant des profondeurs. L'eau semblait s'agiter légèrement, comme si quelque chose remontait. Quand il se retourna vers la silhouette, elle s'était encore rapprochée. Hervé sentit un souffle froid sur son visage. Une voix, faible mais très distincte, s'éleva alors. Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Elle prononça un seul mot. « Descends ». L'ordre était si clair qu'il fit reculer le veilleur. Il trébucha, faillit tomber. Le spectre s'avança encore, son manteau flottant comme un voile dans l'air. Hervé parvint à s'enfuir. Il dévala les marches 4 à 4, manqua de chuter à plusieurs reprises et sortit de la tour en suffoquant. Lorsqu'il osa enfin se retourner, la silhouette se tenait à nouveau au sommet, immobile, observant la scène comme si rien ne s'était passé. Les jours suivants, il raconta son expérience. Les habitants lui confièrent qu'ils avaient eux aussi aperçu cette forme au sommet de la tour, surtout les nuits brumeuses. Certains prétendaient que la silhouette était le spectre d'un des jeunes hommes que Marguerite avait fait disparaître dans le fleuve. D'autres disaient qu'il s'agissait d'un guetteur condamné à surveiller éternellement les berges, témoin muet des crimes commis. Lorsque la tour de Nesle fut détruite au début du XVIIe siècle, beaucoup pensèrent que la légende disparaîtrait avec elle. Pourtant depuis, par les nuits de brouillard, plusieurs Parisiens affirment encore voir une silhouette sombre au bord du fleuve, debout immobile, tournant le regard vers les eaux noires de la Seine. Comme si le guetteur n'avait jamais vraiment quitté son poste. Le fantôme du soldat du canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin, avec ses passerelles en fer et ses eaux calmes, attire aujourd'hui les promeneurs et les amoureux. Mais au XIXe siècle, il était bien différent. Les berges mal éclairées étaient des zones dangereuses, et les nuits s'y déroulaient dans une obscurité profonde qui rendait les reflets de l'eau presque noirs. C'est dans ces ténèbres que naquit la légende du soldat noyé, un fantôme que certains habitants affirment avoir vu de leurs propres yeux. L'histoire remonte à la guerre de 1870. Un jeune soldat parisien nommé Armand Delcourt, blessé et perdu lors d'une retraite chaotique, tenta de rejoindre sa compagnie en traversant la ville. Il arriva exténué près du canal une nuit d'hiver. La brume montait de l'eau et transformait les réverbères en halos flous. Armand s'agenouilla pour boire et reprendre des forces, mais la rive glissante céda sous son poids. Il tomba dans le canal, trop faible pour lutter contre le froid mordant. On raconte qu'il appela à l'aide, mais que personne ne répondit. Son corps fut retrouvé le lendemain, pris dans les écluses. Quelques semaines plus tard, les premiers témoignages apparurent. Une blanchisseuse qui rentrait chez elle tard aperçut une silhouette assise sur le bord du canal, à l'endroit même où Armand était tombé. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'un ivrogne, mais lorsqu'elle s'approcha elle vit que l'homme portait un uniforme militaire trempé, collé à sa peau. Ses cheveux dégoulinaient d'eau et son visage était livide. Lorsqu'il leva la tête vers elle, elle remarqua que ses yeux semblaient vides, comme s'il n'avait plus de lumière. Effrayée, elle recula. La silhouette se leva lentement puis se dissipa dans la brume sans faire un seul son. Les semaines suivantes, d'autres habitants rapportèrent des apparitions similaires. Des promeneurs affirmaient qu'un homme en uniforme leur demandait de l'aide d'une voix faible, presque un souffle. Un pêcheur dit avoir vu une main sortir de l'eau près de son embarcadère avant de disparaître brusquement. Certains témoins parlaient d'un bruit répétitif, comme des bottes trempées marchant sur le pavé humide, alors que les rues étaient désertes. Mais l'histoire la plus troublante est celle d'un jeune étudiant nommé Paul. Une nuit, alors qu'il traversait le canal par l'une des passerelles métalliques, il entendit un appel étouffé en contrebas. En se penchant, il distingua un homme dans l'eau, luttant pour flotter. Pensant à un accident, Paul descendit en courant la rampe. Arrivé près du bord, il tendit la main vers l'homme. Mais au moment où il allait le toucher, le visage du noyé apparut clairement sous la surface. Les yeux étaient fixes, vides. La bouche ouverte dans un appel muet. Le corps ne bougeait pas.
C'était comme s'il attendait. L'eau se troubla soudain. Une vague glacée éclaboussa Paul qui recula en criant. Le soldat disparut sous la surface sans laisser la moindre trace, comme s'il n'avait jamais existé. Terrifié, Paul s'enfuit sans demander son reste. Les habitants racontent que le soldat ne cherche pas à nuire. Il répète éternellement les derniers instants de sa vie, demandant de l'aide aux vivants dans l'espoir qu'un jour quelqu'un parviendra à le sauver, ou du moins à entendre sa détresse. Certaines nuits, lorsque la brume envahit les berges et que les lampadaires se reflètent dans l'eau comme des étoiles noyées, les passants affirment encore voir une silhouette trempée, debout près du canal, fixant le vide. On dit que si vous entendez une voix faible appeler à l'aide près d'une écluse alors qu'il n'y a personne autour, mieux vaut ne pas vous pencher. Ce n'est pas un vivant qui cherche à vous parler, mais le soldat noyé qui répète sans fin son dernier souffle dans les eaux sombres du canal Saint-Martin. La locomotive fantôme de la gare de l'Est. La gare de l'Est, avec ses verrières immenses et ses quais bruyants, est l'un des lieux les plus vivants de Paris. Mais la nuit, quand les trains cessent de siffler et que les voyageurs disparaissent, elle devient un univers tout différent. Les vastes halls s'assombrissent et les échos des pas résonnent longtemps avant de mourir dans les hauteurs de la verrière. C'est dans cette atmosphère étrange que les agents de nuit racontent l'une des histoires les plus mystérieuses de la capitale, celle de la locomotive fantôme. L'histoire commença au début du XXe siècle. Un chef de gare nommé Marcel travaillait sur les dernières vérifications nocturnes. Ce soir-là, il faisait particulièrement froid et une fine brume flottait sur les rails. Marcel effectuait sa ronde habituelle entre les quais vides. Tout semblait normal jusqu'au moment où il entendit, au loin, un bruit insolite. Un son sourd, métallique, régulier. Le bruit caractéristique d'une locomotive en approche. Il consulta immédiatement son registre. Aucun train n'était prévu à cette heure. Aucun mouvement de machine ne devait avoir lieu. Pourtant le son se rapprochait. Le sol vibrait très légèrement sous ses pieds. Intrigué et inquiet, Marcel s'avança vers le quai numéro 12, d'où provenait le bruit. La brume y était plus dense que partout ailleurs. On aurait dit qu'elle se concentrait expressément à cet endroit comme attirée par quelque chose. Le bruit se transforma en souffle puissant, puis en sifflement. Un sifflement clair, aigu, impossible à confondre. Celui d'un train entrant en gare. Marcel fronça les sourcils. Impossible. Aucun train ne pouvait arriver. Et pourtant il distingua une silhouette massive se dessiner dans la brume. La forme d'une locomotive avançant lentement, ses phares éteints, glissant silencieusement sur les rails comme un spectre d'acier. Marcel sentit son cœur battre à toute vitesse. La machine avançait sans produire le moindre choc métallique, sans bruit de vapeur, sans cri des freins. Elle semblait flotter au-dessus des rails. Lorsqu'elle arriva presque au niveau du quai, Marcel remarqua qu'elle n'avait pas de conducteur. La cabine était vide. Pourtant la locomotive continuait sa progression, comme guidée par une volonté invisible. Il s'approcha, tétanisé, et posa sa main sur la rambarde du quai. Au moment où la machine allait s'arrêter, un souffle glacé traversa le hall. Toutes les lumières vacillèrent en même temps. La locomotive émit alors un sifflement long et profond, mais ce son n'avait rien d'un bruit mécanique. Il ressemblait plutôt à un cri, un gémissement venu de très loin, chargé de douleur. Puis la machine s'arrêta. Du moins, c'est ce que Marcel crut. Car au moment même où elle devait toucher l'extrémité du quai, la locomotive traversa lentement le quai comme un nuage sombre. Le métal devint translucide. Les roues disparurent dans un frémissement de brume. En quelques secondes, la machine entière se dissipa, absorbée par l'air froid de la gare. Il n'en resta rien, seulement un silence absolu, presque sacré. Tremblant, Marcel recula. Mais un dernier détail le frappa. Le sol, là où la locomotive aurait dû s'arrêter, était parfaitement sec. Pas la moindre trace d'humidité, pas la moindre marque de roue. Comme si rien n'avait existé. Les jours suivant l'apparition, Marcel questionna les anciens employés. L'un d'eux, un vieux chef de quai à la retraite, lui révéla une histoire oubliée. Plusieurs décennies auparavant,
un train militaire transportant des soldats et du matériel avait déraillé à l'entrée de la gare. La locomotive avait pris feu et de nombreux hommes avaient péri. On disait que certains n'avaient jamais été retrouvés, leurs corps consumés ou tombés dans les décombres. Depuis cet accident tragique, quelques agents prétendaient entendre des sifflements inexistants ou voir des lumières étranges près des rails tard le soir. D'autres affirmèrent qu'à chaque apparition de la locomotive fantôme correspondait à un moment de grande tension, comme si la machine venait rappeler un drame que la gare essayait d'oublier. Certains agents racontaient qu'ils entendaient parfois des pas lourds résonner derrière eux sur les quais vides. D'autres avaient aperçu une silhouette vêtue d'un uniforme militaire marcher le long de la voie avant de disparaître sans bruit. Aujourd'hui encore, les employés de la gare de l'Est évitent de parler de ces phénomènes. Mais lorsque les dernières rames quittent les quais et que la brume s'installe, certains affirment entendre le lointain sifflement d'une locomotive qui n'existe dans aucun registre. Et si vous demandez à un employé expérimenté pourquoi il quitte le quai 12 avant minuit, il se contentera de sourire nerveusement avant de vous dire qu'il vaut mieux ne jamais attendre seul un train qui ne s'arrête jamais vraiment. Le spectre rouge de la Bastille. Avant que la place de la Bastille ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, l'ancienne forteresse dominait le quartier de sa masse sombre. Ses murs épais et ses tours massives projetaient des ombres qui semblaient avaler la lumière au coucher du soleil. Les habitants redoutaient l'endroit car il résonnait des cris de prisonniers, de chaînes traînées sur la pierre, et de rumeurs évoquant un mystérieux spectre vêtu de rouge que certains prétendaient apercevoir juste avant qu'un malheur ne frappe le quartier. L'histoire la plus célèbre concernant cette apparition remonte à l'hiver 1787. Un soldat nommé Étienne assurait la garde de nuit au pied de la tour de la Comté. Il aimait ce poste nocturne car il trouvait apaisant le silence de la ville endormie. Pourtant cette nuit-là le calme semblait différent. L'air était plus froid que d'habitude et le brouillard qui s'élevait du fossé semblait s'accrocher à ses bottes. Il avançait lentement sur le chemin de ronde lorsque son attention fut attirée par une lueur rougeâtre au pied de la tour. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'une lanterne abandonnée. En s'approchant, il distingua pourtant une silhouette humaine debout contre la paroi de pierre. La figure était entièrement enveloppée d'un manteau écarlate qui semblait luire faiblement dans l'obscurité. Étienne sentit son cœur se serrer. La silhouette ne bougeait pas et il ne pouvait distinguer aucun trait de son visage. On aurait dit une ombre découpée dans le brouillard mais teintée de rouge comme si elle était faite de braise étouffée. Le soldat l'appela mais la figure ne répondit pas. Elle se contenta d'incliner très légèrement la tête vers lui. Étienne sentit alors une vague de froid l'envahir. Un froid si intense qu'il eut l'impression que son souffle se transformait en glace dès qu'il sortait de sa bouche. Il dégaina son épée par réflexe mais sa main tremblait. La silhouette fit un pas. Ou du moins sembla glisser vers lui sans que ses pieds ne touchent vraiment le sol. Étienne voulut reculer mais ses jambes ne répondaient plus. Il resta planté là incapable de comprendre ce qu'il voyait. La silhouette rouge leva un bras et pointa un doigt vers le ciel. Un son étrange retentit alors tout autour de la forteresse. C'était comme un souffle immense venu de nulle part. Le brouillard se mit à tourner autour de la figure rouge qui se dissipa lentement à mesure que le vent se levait. En quelques secondes elle avait disparu laissant Étienne seul, tremblant, incapable de reprendre son souffle. Il crut d'abord avoir été victime d'une hallucination mais le lendemain matin une partie de la prison fut ravagée par un incendie. Plusieurs personnes affirmèrent avoir vu une étrange lueur rouge dans la nuit juste avant que le feu ne se déclare. La rumeur se répandit rapidement. On disait que le spectre apparaissait chaque fois que la Bastille s'apprêtait à vivre un événement tragique. D'autres rapportèrent l'avoir aperçu sur les remparts les jours précédant des révoltes ou des exécutions particulièrement cruelles. 2 ans plus tard, lorsque la Révolution éclata et que la foule prit d'assaut la Bastille, le spectre rouge aurait été aperçu dans la fumée qui montait des coursives. Des hommes et des femmes jurèrent avoir vu une silhouette écarlate avancer au-dessus du sol comme portée par les cris et le chaos. On disait qu'il ne regardait rien autour de lui mais qu'il semblait contempler la forteresse elle-même comme si son existence tenait à elle et disparaîtrait avec elle. Lorsque la Bastille fut finalement détruite, certains témoins affirmèrent avoir vu une colonne de lumière rouge s'élever des ruines avant de s'évanouir dans le ciel gris de ce jour historique. Personne ne revit jamais la silhouette depuis mais la légende resta bien vivante.
Quelques historiens murmurent qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'un prisonnier mort injustement. D'autres pensent que la Bastille elle-même avait conçu ce spectre comme le dernier écho de sa souffrance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.